Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. On va revenir sur cette fameuse bulle des 5 et sur la manière de la respecter dans les restaurants. Ceci autorise en effet des tables de 10. Alors concrètement, comment ça marche? Que peut-on faire? On vous explique tout dans un instant. On en sait plus sur la rentrée dans le supérieur, elle se fera en code jaune. Les autorités veulent notamment que les premières années puissent assister aux cours. Nous en parlerons avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini. La déception d'une partie du secteur de l'événementiel, ils ne comprennent pas la limite fixée à 200 personnes pour les événements à l'intérieur, une mesure qui, selon eux, ne tient pas compte de la taille de la salle. Dans l'actualité également, Joe Biden qui a clôturé la convention démocrate hier soir. Place à présent à la convention républicaine. Analyse en direct de Washington avec Pauline Simonet. Enfin, c'est un chantier colossal qui a débuté ce matin à Attu, en province de Luxembourg. Une liaison ferroviaire qui doit relier la Belgique à la France. Reportage sur place en fin d'édition. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, une bonne nouvelle, elles ne sont pas si fréquentes. Certaines maladies sont aujourd'hui en recul. C'est une conséquence indirecte des gestes barrières que nous utilisons pour combattre le coronavirus. Il y a par exemple eu moins de gastro-entérite ou de grippe ces derniers mois. Le reportage est lui signé Éric Bévert. Le lavage régulier des mains, le port du masque, la distance physique, toutes ces précautions sanitaires que nous respectons depuis des mois feraient-elles reculer d'autres maladies et infections? Visiblement, oui. Les gestes barrières, le masque et la distanciation sont très efficaces pour diminuer la progression de tous les virus respiratoires, c'est-à-dire les virus qui sont acquis par la respiration et émis par la respiration. Et alors je te complète en disant aussi que ça a protégé cet été contre les épidémies de diarrhée à rotavirus et autres virus plutôt de type épidémie de gastro-entérite chez les enfants, chez les jeunes, dans les crèches, dans les écoles, parce que l'hygiène des mains essentiellement. Donc ça a un effet très bénéfique sur toute une série de virus respiratoires et aussi à conséquences digestives. Un optimisme qu'il faut pourtant nuancer. Certaines maladies contagieuses sont peut-être en baisse, mais sans certitude. Les gens vont moins voir leur médecin, donc on ne les teste pas. Donc les maladies sexuellement transmissibles, on a l'impression qu'il y en a moins maintenant, mais c'est parce qu'on ne fait pas de diagnostic, les gens ne consultent pas pour le moment. C'est ça le problème. Et un des effets secondaires de cette crise, c'est l'impact sur des autres maladies que nous ne mesurons pas actuellement, parce qu'il n'y a pas de consultation, les gens ne viennent pas, les gens ont peur. Autre effet des gestes barrières, ne diminue-t-il pas notre immunité naturelle, ce qui nous affaiblirait face aux virus et microbes de l'automne et de l'hiver? Non, ça c'est tout à fait faux, parce que l'immunité, c'est pas quelque chose qui s'est construit les 2 derniers mois, les mois du confinement. C'est quelque chose qui est construit pendant toute une vie, dès le départ, dès la naissance, en fait, on construit son immunité, puis on reçoit des vaccins, et donc on a toute une série de stratégies naturelles ou acquises qui vous protègent contre les infections du monde ambiant. Donc c'est pas les 2 mois de confinement qui vont vraiment diminuer votre immunité. Par contre, s'il vous plaît, vaccinez-vous contre la grippe lorsque le vaccin sera là. Parce que si la grippe est là en même temps que le Covid, on ne saura pas qui est malade et de quoi, et quel traitement, et comment les surveiller, et si on fait les 2 infections en même temps. Donc cette année-ci, il est essentiel de se vacciner contre la grippe. Pas parce que notre immunité est plus faible, mais parce que nous allons être confrontés aux 2 épidémies en même temps. Quant au vaccin contre le Covid-19, inutile bien sûr de le conseiller, il n'existe pas encore. Il faudra sans doute attendre l'automne suivant. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. La bulle des 5 est au centre des débats. La première ministre elle-même l'a reconnu hier. La mesure n'est pas toujours bien comprise, notamment dans les restaurants où l'on peut être jusqu'à 10 par table. Alors comment conjuguer bulle des 5 et Horeca? C'est Jean-Christophe Willems qui a toutes les réponses. Dans ce restaurant comme ailleurs, on a dû s'adapter en permanence aux décisions des conseils de sécurité. Aujourd'hui, la plupart des tables en terrasse sont occupées, mais seulement par des petits groupes de 3 ou 4 personnes. D'ailleurs, les grandes tables sont désespérément vides, les clients privilégiant leur famille avec éventuellement quelques membres de leur bulle de 5 personnes supplémentaires. On va rester sur une table de 10. Et si c'est au-dessus de là, on fera toujours 2 tables séparées avec toujours 1,50 m d'écart. Ce qui veut dire que pour le moment, rien ne change. Pour le moment, rien ne change pour le secteur Horeca. On continue à s'en tenir à sa bulle, pas question donc de venir avec des amis différents à chaque fois, à moins qu'il ne s'agisse d'un événement comme une réception ou un banquet.
On peut faire des traiteurs pour plus de 10 personnes, oui. Mariage, non, c'est 10, si j'ai bien compris. Enterrement 50 et entreprise assise 200 personnes en intérieur pour des événements et 400 en extérieur. Une entreprise peut donc organiser un banquet avec jusqu'à 400 employés assis sans masque par table de 10. C'est tout le paradoxe de cette situation chaotique. Même si on respecte toutes les règles, la clientèle d'entreprise a très peur et la clientèle privée est dans le même cas. Elle ne sait pas encore si on peut aller à 10, si on doit être 5. On espère pouvoir communiquer rapidement sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, on est dans le trouble. Le nouvel arrêté ministériel est attendu pour lundi. Le secteur espère, sans trop y croire, quelques éclaircissements. Le point sur l'épidémie, le taux de contamination est toujours en baisse au niveau national. Par contre, les hospitalisations continuent d'augmenter à Bruxelles et à Liège. Mais les autorités ont mis en lumière aujourd'hui les Belges qui refusent de transmettre leurs données aux équipes qui sont en charge du tracing. Certains ont même reçu la visite d'agents à domicile. Dominique Dussin. Les contaminations diminuent au niveau national, ce qui est évidemment une bonne chose. Une amélioration qui pourrait être due aux mesures telles que le port du masque, mais aussi à l'augmentation des testings et au repérage à grande échelle des personnes ayant été en contact avec un porteur du virus ou des voyageurs revenant de zones à risque, ce que l'on appelle le tracing. À l'heure actuelle, 1200 personnes en moyenne reviennent d'une zone rouge chaque jour. Depuis le 1er août, nous avons reçu un total de 852 000 documents PLF, dont 32 000 au retour d'une zone rouge. Reste que de nombreuses personnes échappent à ce tracing et au testing, soit en raison de problèmes d'organisation, soit par mauvaise volonté de la personne qui ne répond pas au call center ou qui ne va pas se faire tester. Dans ce cas, des agents peuvent être envoyés au domicile de ces personnes. Au cours du dernier mois, 6 922 visites ont été effectuées à domicile par les agents de terrain. Dans la moitié des cas, la coopération a été encore obtenue et les contacts ont donc également été transmis. Si au niveau national la situation s'améliore, il reste des clusters, notamment à Liège et à Bruxelles. La capitale, qui au vu des contaminations enregistrées ces 2 dernières semaines, a été classée en zone rouge par le Centre européen de prévention. Pour le moment, cela n'a pas d'influence pour les voyages. Ce sont en effet les pays qui décident si les habitants d'une zone doivent ou non suivre une quarantaine, par exemple. Mais ce classement pourrait décourager certains touristes de se rendre à Bruxelles. Dans 3 semaines, ce sera la rentrée dans l'enseignement supérieur. Alors comment cela va-t-il se passer? Comment concilier organisation des cours et coronavirus? Eh bien, on va poser la question à la ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de la promotion sociale. Bonsoir, Valérie Glatini. Vous avez été en réunion toute la journée avec les acteurs du secteur pour baliser cette rentrée. Et vous avez décidé que cette rentrée aura lieu en code jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait confiance aux acteurs pour pouvoir avoir un maximum d'activités en présentiel. On aura un campus, on l'espère, qui sera riche en contacts, mais ça suppose évidemment le respect de certaines règles sanitaires et par exemple le port du masque généralisé, également d'autres mesures pour l'occupation des locaux, par exemple jusqu'à 50 personnes, on pourra occuper un local avec bien sûr le masque et 1 mètre entre les personnes, ce qui suppose une occupation maximale totale d'une salle. Au-dessus de 50 personnes, il y aura également toujours bien sûr le masque, 1 mètre entre les personnes ou un siège sur 2, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'occupation totale des auditoires. Et puis on s'est également mis d'accord sur le principe d'une occupation diminuée de 25% la fréquentation sur les campus de façon à limiter les contacts. 25%, ça veut dire qu'il va falloir prioriser certaines années par rapport à d'autres? Donc évidemment, une possibilité sera de donner la priorité aux étudiants qui sont en première année pour plus de présentiel, parce qu'on sait que pour ces étudiants, il est important de pouvoir maîtriser les codes de l'enseignement supérieur et ça ne s'apprend pas derrière un ordinateur. On pourrait aussi donner la priorité aux étudiants qui sont dans les années diplômantes, parce qu'on sait que ce sont des moments évidemment charnières. Donc le masque pour tout le monde, pour les étudiants qui nous regardent, il y aura des pauses, on va adapter comme un petit peu les cours, comment ça va se passer? Oui, donc l'idée c'est de pouvoir avoir des cours durant maximum 3 heures.
heures, avec idéalement une aération des locaux après 1h30 et dans tous les cas, après 3 heures, une pause. Alors, Valérie Glatini, vous restez avec nous. La lutte contre l'épidémie dans les universités passera aussi peut-être par des tests massifs. L'Université de Liège vient d'ailleurs de mettre au point un nouveau test de dépistage et il va commencer naturellement par son personnel et ses étudiants. Natacha Mann. Voici des petits morceaux de plastique qui pourraient bien révolutionner le testing. Un entonnoir, un tube, un bouchon qu'il suffit d'assembler pour obtenir un test PCR, mais un test salivaire dont les premières étapes sont à réaliser soi-même. Donc la personne dépose sa salive dans l'entonnoir et on a collecté comme ça la salive. Ensuite, on vient avec un bouchon. Le bouchon va contenir le liquide d'inactivation du virus. Lorsqu'elle va visser le bouchon, le liquide d'inactivation va être libéré sur la salive et tuer les virus qui se trouvent dans la salive. Normalement, ça se fait au laboratoire de haute sécurité. C'est contraignant, c'est long, c'est potentiellement dangereux. On trouve difficilement du personnel pour faire ça. Et donc ici, c'est la personne elle-même qui, en se prélevant, va tuer le virus. L'Université de Liège doit ensuite encore réaliser toute l'analyse, mais en éliminant cette étape, elle estime pouvoir faire plus de tests, jusqu'à 70 000 par jour. Elle va commencer dès la mi-septembre chaque semaine avec tous ses étudiants et son personnel. Donc c'est quelque chose qui n'a pas encore été beaucoup fait à l'échelle mondiale. Et donc on va avoir un test grandeur nature pour voir vraiment la circulation du virus au sein d'une population de 30 000 personnes. Je pense que les pays qui maîtrisent le mieux l'épidémie sont ceux qui ont la connaissance la plus fine de la circulation du virus au sein des populations. Seul problème, cette méthode est moins fiable, 60% contre 80% pour le test classique nasopharyngé. C'est pourquoi il n'est pas encore validé par le fédéral. Même si le test est un peu moins sensible, on va pouvoir réaliser des tests sur des gens qui n'auraient pas été testés normalement et détecter dans cette population des gens qui sont positifs. Pour l'instant, l'outil est uniquement destiné à des collectivités. Elles sont nombreuses à s'être déjà montrées intéressées, tout comme la région wallonne, qui a promis jusqu'à 4 millions d'euros de subsides à l'université liégeoise. On voit tout le monde se prépare à la rentrée. On vous retrouve, Valérie Glatini. Il y a différents lieux dans une université ou quand il y a des cours du soir, il y a des classes. Il y a aussi des lieux plus particuliers comme les laboratoires, des lieux plus exigus. Il y aura des mesures particulières, par exemple, dans les labos ? Les labos, comme les travaux pratiques, pourront évidemment se tenir. Les personnes seront tenues de porter un masque, mais il pourra y avoir une occupation totale de ces locaux. Bibliothèque aussi, tout ça, est-ce qu'il y aura des règles particulières pour ce genre de lieu ? À nouveau le masque, et puis bien évidemment, par exemple, pour les salles informatiques, il faudra veiller à désinfecter régulièrement le matériel, les ordinateurs, les souris, etc. Tout le matériel qui est mis à disposition des usagers. Alors une question que se posent peut-être les étudiants qui nous regardent ce soir, que va-t-on faire avec les stages ? On sait que ce sont des moments importants pour les étudiants. Souvent, ça les initie à la vie professionnelle. Comment ça va se passer ? Les stages pourront évidemment se tenir et les règles d'application seront les règles sur le lieu de stage. Donc, par exemple, si vous êtes en stage dans un hôpital, ce seront les règles qui sont en vigueur dans l'hôpital qui s'appliqueront. Si vous êtes stagiaire dans l'ORECA, ce seront les règles de l'ORECA qui s'appliquent. Si vous êtes stagiaire dans une école pour devenir enseignant, par exemple, ce seront les règles d'application dans les écoles. Un dernier mot, on terminera par là peut-être pour les étudiants qui nous regardent, qui sont particulièrement stressés, par exemple ceux qui vont rentrer en première année. On sait que ce sont des moments, c'est un nouveau monde, dans un contexte très particulier. Est-ce que vous avez un mot pour les rassurer peut-être ? Oui, je pense que tout sera mis en œuvre par les établissements pour assurer leur sécurité sanitaire. Nous avons eu ces réunions pour établir des protocoles tout à fait clairs. On fait confiance aux acteurs pour les respecter. On a vu jusqu'ici que c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas eu de cluster de phénomènes de contamination liés à l'enseignement supérieur. Et donc, je pense que je peux vraiment les rassurer quant au fait que tout sera mis en œuvre pour qu'ils aient une année la plus enrichissante possible, malgré les circonstances particulières. Merci beaucoup, Valérie Glatini, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de la Promotion sociale. Dans l'actualité également, le secteur de l'événementiel qui oscille entre déception et espoir. Le Conseil national de sécurité a décidé hier de doubler le nombre de personnes admises, 200 en intérieur, 400 en extérieur, ce qui reste insuffisant pour beaucoup d'acteurs du secteur, mais certains pourraient bénéficier de dérogations. Les explications, Guillaume Wolf. Le Dôme de Charleroi, c'est l'une des plus grandes salles de Wallonie. 6000 places. Mais aucun événement ne s'est tenu depuis 5 mois. En septembre, 200 spectateurs seront autorisés,
voire plus si l'organisateur obtient une dérogation des autorités communales et de la ministre. Pour l'événement basket, par exemple, si on peut avoir 650 personnes, 250 VIP, 400 personnes dans le stade, ça sera vraiment pas facile à gérer en termes de qui vient et qui ne vient pas. Mais on préfère vraiment cette solution-là que de rester dans les starting blocks avec des salles vides. 650 spectateurs en respectant les mesures, ce serait possible. Des spectateurs espacés dans ces tribunes, qui ne se croisent pas dans les couloirs et qui pourraient même arriver via une dizaine d'entrées différentes. D'habitude, personne ne rentre ici. Mais clairement, vous avez 7 entrées possibles. Ce sont des portes pour la sécurité, mais qu'on peut très bien ouvrir sans aucun problème et dire, tiens, encore une fois, on numérose et il y a 7 entrées possibles avec des barrières nadar ou que sais-je, qui fait que les gens savent dans quel fil ils doivent se mettre et pour aller prendre place après dans une tribune qui serait différente en fonction de l'entrée. Pour autant, personne ne sait combien de spectateurs il pourrait accueillir avec cette dérogation. Le secteur des arts de la Seine avait demandé une règle plus claire au CNS, 60% de la capacité initiale. On partait du principe que autoriser 200 personnes dans une salle et qu'elle fasse 300 places ou 1000 places ou 1500 places, il y avait quelque part là une incohérence. Soit, voilà, les experts ont parlé. J'imagine qu'ils ont leur raison. La question se pose aussi pour le football. 400 spectateurs en extérieur, c'est trop peu. La Pro League entame des discussions avec les autorités pour faire revenir plus de spectateurs dès le mois de septembre. Bonjour à tous. Une deuxième campagne de dépistage Covid-19 commence aujourd'hui à Bruxelles. C'est le personnel des maisons de repos qui est à nouveau testé. Et ce, étant donné les hausses des contaminations au coronavirus en région bruxelloise. Et justement, à propos des chiffres épidémiologiques du jour, eh bien, pour l'instant, la tendance reste à la baisse. Les nouvelles contaminations diminuent toujours. Le nombre d'hospitalisations se stabilise. Par ailleurs, 7 décès des suites du Covid-19 ont été enregistrés hier. Le Rail Pass gratuit qui devait être accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus est une nouvelle fois reporté. La nouvelle date annoncée est le 5 octobre, annonce du cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Belot. La mesure décidée à l'époque des pouvoirs spéciaux ne fait toujours pas l'unanimité. Aux États-Unis, Joe Biden appelle l'Amérique à tourner la page d'une époque sombre. Son discours a clôturé la Convention nationale démocrate. Aux États-Unis, c'est pas bien de courir avant le journal. Je n'y arriverai pas. Il est désormais officiellement le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Dans son discours, Joe Biden n'a pas hésité à attaquer le président Trump sans jamais le nommer. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci d'être à notre écoute.